Bonjour à tous, vous êtes tous là? Super. Bonjour Maxime de l'accélérateur digital. Pour vous servir aujourd'hui, on aura du coup une quinzaine, vingtaine de minutes ensemble pour couvrir le sujet du Black Friday et de Noël. Le but aujourd'hui, ça va être de bien comprendre que l'expérience mobile pour un consommateur est très très importante et que donc pour vous aussi. Hop, alors si j'ai bien compris, comment ça fonctionne. Voilà, donc l'objectif va être double. Aujourd'hui, ça va être de comprendre un petit peu avant de commencer faire le bilan du Black Friday de Noël 2017. Quels ont été les key learnings qu'on a pu déterminer et donc remettre en place pour vous sur cette année 2018 et surtout sur ces deux moments, mais pas que, puisque c'est des principales tendances, mais ça peut aussi se dupliquer sur d'autres moments forts de la saison. Alors, hop. Moment numéro 1, je crois, oui, c'est le flashback du ce Black Friday de Noël 2017. Le Black Friday 2017, ça a été plus de 270% des ventes, plus de 270% des ventes sur ce vendredi-là comparé à n'importe quel autre vendredi de l'année 2017. Alors bien sûr, c'est une moyenne, mais c'est un événement à ne pas rater quand on est retailer. C'est l'événement numéro 1 sur les 2 dernières années. Et Noël, alors, vous n'êtes pas forcément une entreprise qui a une très très forte saisonnalité sur Noël, mais dans tous les cas, on sait que un tiers des cadeaux qui sont achetés sur Internet viennent de ce moment de Noël entre le 1er octobre jusqu'au 25 décembre. Donc c'est un moment très très fort et ça peut monter à 2 tiers parfois sur certains business. Deuxième key learning, on voit que les événements retail prennent de plus en plus d'ampleur sur la plateforme. On s'est fixé sur l'exemple du Black Friday parce qu'il a été plus parlant que le Noël Year on Year, disons, quand on compare 2016 et 2017. On voit qu'il commence quasiment, le Black Friday commence quasiment une semaine avant en 2017 comparé à 2016. Dès le 5 novembre, on voit une augmentation. C'était plus léger et plus tard en 2016. Il y a plus 179% de croissance sur les requêtes sur octobre et plus 126% de croissance des requêtes sur novembre et de 2016 à 2017. Voilà, ça prend de plus en plus d'ampleur. Effectivement, Noël, les chiffres ne sont pas aussi parlants parce que Noël a toujours été une saison forte et que le Black Friday est en train de prendre de plus en plus de poids sur les événements d'année en année. Le troisième key learning, c'est les temps forts qui sont toujours de plus en plus mobiles. On voit que depuis septembre 2017, on a passé le mobile moment. Le mobile moment, c'est le moment où les requêtes effectuées par les internautes ont dépassé les 50% sur mobile. Et là, on voit qu'on est complètement en phase sur ce Black Friday qui est post-mobile moment. On voit que même les soldes avaient été plus de 50%, alors que c'était pré-mobile moment, puisque c'était en septembre qu'on a passé ce cap. Car le Black Friday, voilà, c'est 53% de requêtes liées au mobile. C'est plus 7 points par rapport à 2016, qui est énorme. Ces chiffres sont exponentiels. La croissance est exponentielle sur plusieurs industries comme la beauté, fashion et maison déco. Donc, si vous êtes dans ces business-là, sachez que c'est pas 53% ni 50% pour Noël, mais c'est bien. Parfois, on peut monter à 60, voire plus. Donc, c'est très, très important. Et même si on ne peut pas prédire le futur, est-ce que cette croissance va continuer ou pas sur 2018? Une chose est certaine, c'est que cet aspect mobile et cette importance du mobile va continuer sur les années à venir. Et il faut absolument ne pas rater le coche là-dessus.
Voilà, vous l'aurez compris, l'enjeu du mobile, c'est crucial pour capitaliser sur ces temps forts. Là, on va voir vraiment comment maximiser, optimiser cette expérience mobile. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, on présente vraiment le Black Friday et Noël, mais ça peut être sur tous les moments de l'année, puisqu'on est post-mobile moment. Toutes les requêtes sont à plus de 50%. Donc, le mobile, c'est très, très important. Et nous allons, du coup, par la suite, là, vous donner quelques conseils pour optimiser justement votre expérience mobile auprès de vos consommateurs. Deux choses. Quand on veut se lancer, du coup, sur le mobile, deux choix s'offrent à nous. D'un côté, on a le site mobile, donc un site responsive, accessible sur toutes les tailles d'écran, sur tous les OS. L'objectif là, ça va justement être d'être un premier point de contact, d'aller chercher de l'acquisition. C'est ouvert, c'est sans frein, il n'y a pas besoin justement de télécharger une application, on ne rallonge pas le tunnel de conversion. Et la deuxième solution, du coup, ça va être l'app. Du coup, que l'utilisateur télécharge votre app, mais vous, de votre côté, il va falloir du coup la développer et créer une app. Là, ça va plus être sur de la fidélisation. En général, les gens qui téléchargent votre application sont déjà des clients pour la gestion de leurs données, leur achat directement si c'est une application où on peut commander à l'intérieur. C'est pour des usages récurrents, voire du loisir. Et puis voilà, et là, on peut faire un système de push avec des notifications pour vraiment les fidéliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que les applications vont être beaucoup plus consommées. C'est-à-dire que par mois, en moyenne, un utilisateur moyen va être sur des applications pendant 20 heures et 52 minutes par mois, comparé à 3 heures et 47 minutes sur un site mobile. Alors, dans ces conditions, on peut très bien se dire je n'ai aucun intérêt à faire un site mobile. Et bien si, parce qu'il y a une autre stat qui est très très importante, c'est que vous, comme moi, ou comme toute la population française, on va sur en moyenne 47 sites mobiles par mois, comparé à seulement 15 applications. Donc effectivement, l'application, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de chercher. On va essayer à ce que la personne télécharge notre application, mais on va se concentrer sur le reste de cette présentation, sur comment améliorer l'expérience utilisateur sur le M-Site, puisque ça va vraiment être la porte d'entrée. C'est beaucoup plus facile, les gens consomment beaucoup plus aujourd'hui de sites mobiles que d'applications. En tout cas, c'est très dur de rentrer dans ces 15 applications que l'utilisateur utilise au quotidien. Voilà pourquoi. Donc effectivement, la plupart de vos prospects vont commencer par interagir avec votre site mobile. Et donc c'est ça qu'il faut que vous demandiez. À chaque fois, il y a une question derrière. C'est est-ce qu'on veut fidéliser notre audience? Dans ce cas-là, effectivement, créez votre application. Est-ce qu'on veut aller chercher de nouveaux utilisateurs? Dans ce cas-là, améliorez et vraiment focalisez-vous sur votre site mobile. C'est très très important aujourd'hui. Alors, avant de passer, encore 2 slides, avant de passer justement au partage des bonnes pratiques. Là, on vous a mis avec nos équipes une timeline de comment se passe un funnel de conversion. Donc, on a la page d'accueil, on va présenter ça avec des bonnes pratiques. On a le menu, la navigation. Ensuite, on passe à la recherche qui peut parfois être un petit peu combiné, qui se ressemblent, hein, pourquoi pas. Ensuite, on a aussi la catégorie, les produits qui sont très importantes puisque il faut bien expliquer tout ça. Et ensuite, on passe aux conversions. Et souvent, c'est ces dernières étapes qu'on néglige un petit peu, pourtant primordiales, parce que c'est là où on va avoir les meilleurs taux de conversion en bas de funnel. Voilà. Hop. Juste avant les bonnes pratiques, il faut savoir 2 chiffres. C'est que 53% des visites sont abandonnées si les pages mobiles prennent plus de 3 secondes à charger. En fin de présentation, on va vous présenter un site qui s'appelle Test My Site, qui va justement vous permettre de savoir très très rapidement, en moins d'une minute ou deux, ça va scanner votre site, ça va vous dire quelles sont les optimisations à faire pour justement baisser ce temps de chargement. Et aussi, on voit que la vitesse de chargement est en corrélation directe avec le revenu que ça va vous générer, que les utilisateurs vont vous générer, puisque lorsque une page mobile charge en 5 secondes, elle génère
2 fois plus de revenus sur mobile que les sites qui se chargent en 19 secondes. 19 secondes, c'est énorme, puisque effectivement, même 5 secondes, ça devrait être beaucoup trop, mais voilà, c'est un petit peu la moyenne aujourd'hui. Pour les bonnes pratiques, alors là, ça va être la bonne pratique sur la page d'accueil de Boots. Boots, qui est vraiment une référence sur les pages d'accueil. À chaque fois, il faut se demander quel va être l'enjeu sur cette thématique. Donc là, aujourd'hui, page d'accueil, l'enjeu, est-ce que mon site offre ce que l'utilisateur recherche? Eh bien là, on va se focaliser on va prioriser de haut en bas. En haut à gauche, on voit ce que moi j'appelle le petit hamburger, donc les 3 barres comme ça, qui va être le burger, le menu déroulant, très très clair. Je veux naviguer dans le site, je vais là. Il y a le pin pour justement géolocaliser tous les points de vente. Il va y avoir aussi le nom de la marque, qui va être le bouton de référence pour revenir à la page d'accueil. C'est très important et on le verra par la suite sur les autres bonnes pratiques. On voit que tout le monde fait ça. Aussi, la petite loupe, le moteur de recherche au sein de votre site doit toujours être présent sur toutes les pages et encore plus sur la page d'accueil, forcément, et le petit panier. Ensuite, on descend, on voit qu'il y a un call to action très clair, click and avec une réduction. Donc là, c'est en anglais, acheter une couche et ils ont deux gratuits. Et en dessous, les 3 catégories que Boots a considérées comme étant les 3 catégories phares de son site. On sait que tous les visiteurs qui vont venir ont d'énormes chances d'être intéressés par une de ces 3 catégories. Donc, on n'a même pas besoin d'aller sur le burger pour faire défiler le menu. On est directement là et en un clic, on peut aller à la catégorie qui nous intéresse. Évidemment, le dernier point, c'est que la taille des polices est lisible. On est sur du mobile, donc l'écran est plus petit. Il faut penser vraiment à l'ergonomie et forcément, la police passe là-dessus. Les bonnes pratiques pour la navigation, là on s'est penché sur le cas net-à-porter. On voit, alors là, il y a une petite animation, mais quand vous allez revoir la page d'accueil, on voit vraiment toutes les bonnes pratiques. Il y a juste le pin qui manque, mais comme ils font que du retail online, ça ne les dérange pas. L'enjeu ici, ça va être quoi? C'est est-ce que mon utilisateur peut naviguer rapidement et facilement et trouver ce qui l'intéresse. Donc là, on est sur la partie burger, comme j'ai parlé tout à l'heure. Il y a les options qui vont du coup être défilées là, si on regarde pendant la présentation. Les catégories vont être par ordre de préférence, les sous-catégories vont être par ordre alphabétique, donc c'est très facile de s'y retrouver, et hop, on est redirigé directement vers la page produit. C'est très important quand vous êtes un retailer et que vous avez des milliers, des centaines de produits à proposer, que l'utilisateur en quelques clics puisse diminuer ce nombre de choix pour trouver directement ce qui l'intéresse. Donc voilà. Et puis le retour en arrière est très très facile. On le voit, la petite flèche juste à droite du menu déroulant pour revenir à la page d'accueil si jamais on s'est trompé. Sephora, très très bon site à aller checker pour vous. Là, on l'a mis en bonne pratique pour la recherche et il sera aussi en bonne pratique pour les produits et catégories. Vous allez voir, l'enjeu là, ça va être de la recherche. Donc, comme on a dit, le petit bandeau de recherche doit être présent sur toutes les pages, visible partout. Et l'enjeu, ça va être d'aider l'internaute à rechercher ce qu'il veut rapidement. Vous voyez sur l'exemple qu'il y a l'autocomplete. Donc, on va taper notre recherche en tant que consommateur, pas vous directement en tant qu'entreprise. Mais là, je cherche lip gloss, donc du rouge à lèvres ou du baume à lèvres. On me propose plusieurs catégories. On va aussi me corriger avec l'autocorrect si je l'écris mal, parce que on n'a pas envie de ramener vers une page où il n'y a pas de résultat. Et en plus de ça, même s'il s'obstine à écrire mal le produit ou que la marque n'existe pas sur votre site, ou le produit n'existe pas sur votre site, il faut absolument lui proposer des résultats. Renvoyer vers une page avec juste un message plus ou moins d'erreur en disant « nous n'avons pas ce que vous cherchez », c'est super déceptif pour un consommateur. Il va se dire « ok, je pars de ce site », tout simplement. Donc, le but, ça va être de lui proposer peut-être des requêtes qui pourraient convenir à côté
pour qui continue à rester. En fait, il ne faut pas du tout lui donner le moyen d'être déçu et de partir de votre site. Ça, c'est voilà. Et ensuite, pour les personnes qui reviennent récurrentement sur votre site, il faut, si possible, leur reproposer des produits un petit peu à la façon d'un remarketing quand vous faites de la communication online. C'est-à-dire que il a cherché son lip gloss. La deuxième fois qu'il va venir sur la page, il va y avoir le lip gloss qui va être automatiquement proposé dans la petite barre de recherche. Comme je vous disais, Sephora, pareil, très bonne pratique sur les catégories produits. Là, l'enjeu, il est double. Est-ce que mon utilisateur peut trouver un produit qui répond à ses besoins? Et comment susciter son intérêt, même s'il n'est pas prêt à convertir maintenant? Il y a beaucoup de gens qui, justement, vont sur un site e-commerce pour se renseigner. Et donc là, les catégories produits sont très, très importantes. La possibilité de filtrer et trier les résultats, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez beaucoup de choix, mais qu'il ait la possibilité de diminuer ses choix très rapidement et de trouver ce qui l'intéresse très rapidement, c'est important. Le nombre de résultats aussi qui apparaît en bas ou en haut, ou bien sur votre page, pour montrer que, bon, là, voilà, sur cette page, il y a plus de 100 produits qui sont proposés. Il ne va pas scroller indéfiniment, il sait qu'il y a 100 produits. C'est important de le renseigner sur ce genre d'informations-là. Et une fois qu'on arrive sur les pages produits, c'est important aussi d'avoir toute la description du produit. Là encore, c'est pour susciter son intérêt, même s'il n'est pas prêt à convertir maintenant. Plus il a d'informations, plus il est amené à revenir sur votre site ou bien aller en magasin si vous êtes aussi en magasin pour confirmer la vente. Les reviews aussi donc les avis clients sont une super bonne pratique. Avoir 20 personnes sur cet exemple, ou 100, ou un petit peu moins, ou plus, qui donnent leur avis positif ou négatif, hein, et donc du coup là ça vous fait un feedback pour vous. Si les avis sont positifs, ça va renforcer aussi l'idée du consommateur qu'il faut qu'il achète ce produit parce qu'il a été confirmé, il a entre guillemets de la street crédibilité. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Oui, il y a des call to action supplémentaires comme la wishlist, trouver en magasin directement. Du coup, on peut rajouter ce petit pin avec la carte, la map, etc. Et je crois que c'était tout, voilà, pour cet onglet. Et enfin, on passe à ce qui vous intéresse, vous, je suppose, le plus. Forcément, c'est la conversion. Pareil, enjeu double. On a pris l'exemple de Petco, qui est un retailer pour les accessoires d'animaux de compagnie. Comment rendre le processus d'achat facile? Et si un internaute, pareil, la même question que pour les produits et catégories, si un internaute ne veut pas convertir maintenant, comment l'inciter à le faire plus tard? Là, la proposition de valeur doit être présente sur chaque étape du panier d'achat et il doit pouvoir aussi modifier la quantité ou garder plus tard dans son panier. C'est très important. Le checkout en tant qu'invité est possible sur ce site. Et pareil, on n'a pas forcément envie de créer un compte à chaque fois qu'on va acheter quelque chose. Un consommateur, plus il peut acheter vite, plus il va acheter en fait. Donc pour vous, c'est intéressant aussi de ne pas forcément vouloir avoir ces informations. Alors vous vous privez peut-être un petit peu de ça, mais au moins il achète et a une bonne expérience sur votre site et il sera plus amené à revenir. Donc dans ce cas-là, on lui propose en fait dans le checkout en tant qu'invité, on lui dit que créer un site, ça peut lui donner peut-être des avantages, etc. Mais il peut ne pas le faire et il y aura plus de chances qu'il revienne sur votre page. Voilà. Le fait qu'il y ait aussi un système de pagination sur chaque étape pour l'achat est très important. Donc là, sur la dernière image, la centrale, on peut voir justement que là, c'est le shipping. On a besoin de toutes les coordonnées clients et il nous reste 3 étapes. Donc, on sait combien d'étapes et à quelle étape on est dans le processus de conversion. Ça va, pareil, permettre de ne pas avoir cet effet déceptif sur le consommateur qui se dit bon, ok, quand est-ce que j'ai terminé, quoi. Voilà. En résumé, et on finira là-dessus, il faut que la navigation de la home, du coup, doit être claire. La fonction de recherche
doit être présente sur toutes les pages. On l'a vu hein, sur toutes les bonnes pratiques, il y avait ce bouton recherche pour y regarder. Le parcours de conversion doit être sans frein. Comme on vient juste de le voir, on n'a pas envie que la personne ait des formulaires. C'est juste justement garder un minimum de champs pour vos formulaires. On n'a pas envie que le formulaire pour acheter soit super long et donne envie aux consommateurs de partir de votre site au lieu de compléter la vente. Ce serait dommage, il est allé si loin. Et de focaliser son ergonomie sur toutes les pages. Souvent, je vois des entreprises qui se basent juste, font une très très belle ergonomie sur leur page d'accueil, font une très très belle ergonomie sur leur tunnel d'achat, etc. Mais ils vont louper la catégorie produits, catégorie, etc. Ils vont pas forcément mettre de burger et ça, c'est dommage. C'est vraiment un tout. Il y avait une flèche avec chaque étape qui s'imbrique et c'est vraiment pas pour rien. Et ensuite, justement, ce sera l'objet du dernier slide. Ça va être d'analyser et d'optimiser constamment votre site mobile. Vous allez réussir à engranger de la data avec Google Analytics ou avec d'autres moyens, d'autres outils. Il est très très important de checker ces résultats-là et d'optimiser au fur et à mesure. On va se rendre compte qu'il y a peut-être un problème sur la page produit, peut-être qu'il y a un problème au niveau du formulaire. Les gens s'arrêtent de plus en plus, etc. Et c'est justement avec cette analyse que vous allez pouvoir sans cesse vous améliorer. Un site n'est jamais parfait. Les consommateurs évoluent tout le temps, il faut toujours le changer. Et voilà, vous avez toutes les bonnes pratiques en main. Et cette étape d'analyse va vous permettre justement de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas pour votre cible. Je vous laisse avec nos outils externes. Comme je vous ai dit, effectivement, il y a Test My Site que je recommande à tout le monde, même si vous avez un site responsive et qui tourne bien, qui est assez rapide. Il y a très souvent des choses à améliorer et Test My Site vous permet en 1 ou 2 minutes de savoir ce que vous pourrez faire justement pour améliorer tout ça. Donc n'hésitez pas à aller regarder ces liens. Voilà. J'ai terminé. Je vous souhaite une excellente journée. Ce sera plus d'actualité si vous regardez cette vidéo en rediffusion sur YouTube, mais allez les bleus et à la prochaine.